Ferdinand Ité, Jidokou, nous, c'est avec eux que nous allons terminer cette émission qui est à sa troisième partie. Cette fois-ci, on va parler de la coopération de ce rendez-vous entre la Russie et l'Afrique. Avant, on parlait de la France-Afrique, US-Afrique, etc. Aujourd'hui, c'est Russie-Afrique. Isidore, qu'est-ce que ça rapporte à l'Afrique? Tout un continent qui se regroupe. Non, mais ça rapporte beaucoup de choses pour les chefs d'État qui y sont la dernière fois. Moi, pas aux chefs d'État, au continent. J'ai envie de voir aussi le sommet Afghanistan-Afrique, puisque c'est dans ça qu'excellent les chefs d'État africains aujourd'hui. Il suffit qu'une puissance leur claque les doigts et puis ils ne commencent pas à courir, et ils se retrouvent là-bas, comme le dit si bien quelqu'un, comme des élèves devant leur maître. Ils discutent, ils écoutent magistralement ou majestueusement la puissance ou bien le chef d'État, le président qui les a invités. Et là-bas, on croit que c'est là que devrait venir la solution pour l'Afrique. Or, vous-même, vous êtes tellement riches. Vos pays sont riches et vous n'en faites rien. Et c'est quand on vous appelle de l'autre côté que vous courez. Bon, c'est comme si, quand on le dit chaque fois, c'est comme si on se répète. Les chefs d'État africains n'ont pas de vision pour leur pays. Ils sont là seulement à vouloir s'éterniser au pouvoir, à vouloir briguer 3, 4, 5 mandats, piller leur pays, voler les richesses des pays, et puis dire ensuite que le pays, ça ne va pas, qu'ils ont besoin de soutien, qu'ils ont besoin de financement, qu'ils ont besoin de ceci, alors que les financements, le soutien dont vous avez besoin, vous les avez chez vous. Mais vous faites semblant de ne rien avoir et puis vous courez chez les puissances. C'est vraiment dommage ce que vit l'Afrique aujourd'hui avec ses dirigeants. C'est vraiment dommage, mais quand même à ce rendez-vous, Vladimir Poutine qui a annoncé l'augmentation de 20 milliards de dollars que les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ont généré. Il veut augmenter cette somme-là, mais c'est également un avantage pour le continent africain. Mais maintenant, on verra comment on va gérer cette enveloppe. Moi, je pense qu'en tant qu'Africain, Togolais, Africain, je suis très triste de voir que des chefs d'État des pays d'Afrique, des pays qui regorgent énormément de richesses, qui sont assis sur des richesses incommensurables, des richesses inimaginables, se précipitent comme des élèves d'une classe pour aller voir un maître quelque part qui s'appelle la France, qui s'appelle le Japon, qui s'appelle la Chine, qui s'appelle la Turquie, qui s'appelle Israël, un bout de pays, Israël, un bout de pays qui s'appelle l'Inde, qui s'appelle les États-Unis, Israël, sous prétexte qu'on est en train d'aller chercher les moyens ailleurs pour développer nos pays. Les Africains sont les seuls qui continuent pas à croire que les autres seront les acteurs de leur développement. Et tous les jours, on engloutit les milliards, des centaines de millions dans des voyages inutiles, qu'on part pour voir dans un sommet si on peut gagner quelque chose. C'est des paresseux. Nous ne sommes que des paresseux. C'est des chefs d'État qui refusent de travailler, qui refusent de mettre leur peuple au travail, qui refusent de mettre toutes les compétences que l'Afrique a au travail, qui refusent de donner des opportunités aux jeunes, qui n'ont que pour ambition de s'éterniser au pouvoir, de s'accrocher au pouvoir, de voler de l'argent. Tous les chefs d'État qui se sont réunis la dernière fois en Russie, si on prend leur fortune faite sur le dos des peuples africains, ça dépasse l'aide que la Russie veut leur apporter. Un pays comme la RDC, il y a des mines partout que le monde entier est en train d'exploiter. La RDC va chercher quoi, par exemple, en Russie? La RDC est plus riche que la Russie sur le plan des miniers. Le Nigeria est plus riche que la Russie. L'Angola est plus riche que la Russie. L'Afrique du Sud est riche.
il faut qu'on soit sérieux. Et donc, les pères de l'indépendance, qui étaient des gens respectables, dignes, qui parlaient d'égal à égal avec ces puissances à l'époque, si on peut parler de puissances, comme les Ahidjo, les Sylvanus Olympio, les Sékou Touré, les Julius Signorile, et je ne sais qui, ces gens-là aujourd'hui, en voyant ce que leurs successeurs sont en train de faire de leur pays, doivent se retourner dans leur tombe. Et c'est ça qui devait nous faire mal, nous les Africains. Notre bonheur, ce n'est pas la France qui la fera, ce n'est pas les sommets Turquie, Afrique qui le fera. Quand on évoque ce genre de sujet, vous entendez les gens qui disent oui, nous voulons des coopérations donnant-donnant ou gagnant-gagnant. Je ne sais pas, ils utilisent des termes bizarres comme ça. Vous pouvez avoir quelle coopération gagnant-gagnant avec la Chine alors que vous n'avez pas les mêmes, vous n'avez pas les mêmes rapports de force. Avant d'avoir une coopération gagnant-gagnant, il faut avoir les mêmes rapports de force. La preuve, la Chine a endetté beaucoup de pays africains, a commencé par saisir les ports, a saisi les mines, et en Afrique australe, un peu partout, où ils ont commencé par prendre à la place des dettes les pays qui sont devenus insolvables. La Chine met la main sur le secteur portuaire, ou met la main sur des industries, ou sur des mines. Donc c'est des prêts qui nous lient. Donc ce n'est pas des relations gagnant-gagnant. Et donc le sommet Russie-Afrique rentre dans cette logique-là d'infantilisation du continent par des dirigeants qui ne sont pas responsables. Ayons le courage de le dire. Et ce qui pose problème également, c'est ces activistes panafricanistes qu'on voit au cours de ce sommet autour de Poutine. Oui, c'est quand même un paradoxe. C'est vraiment un paradoxe. On se demande ce que défendent ces activistes-là. Parce que c'est comme si on a l'impression qu'ils accompagnent aussi ces chefs d'État dans la bêtise humaine qu'ils commettent là. Pour eux, c'est la France qui était le problème. Donc il faut changer, il faut briser la France-Afrique. Est-ce que la Russie est mieux? Est-ce que la Russie est mieux? L'intention de la Russie aussi, c'est de venir trouver une part du gâteau que la France, les États-Unis et les autres là partagent, le gâteau Afrique, que les autres partagent. C'est ça. Bon, on ne comprend pas pourquoi eux aussi, ils accompagnent. Normalement, leur rôle, c'est d'ouvrir, d'éveiller ces chefs d'État ou bien les interpeller si leur démarche là que les gens dénoncent. Mais les accompagner aujourd'hui, bon, on se demande dans quelle logique ils se trouvent. Parce que nous avons des dirigeants, nous avons des gens qui agissent comme s'ils sont bouchés, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, aujourd'hui, l'Afrique est vraiment malade de ses dirigeants, comme le dit quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve aux côtés de ces dirigeants-là qui mangent avec eux. Mais au-delà de ces enjeux économiques, il y a les enjeux politiques également. Oui, Ferdinand, vous avez quelque chose à dire d'abord. Je pense que la Russie ou l'Union soviétique à l'époque, c'est pas la première fois qu'elle arrive en Afrique. L'Union soviétique était là au moment de la guerre froide. Les pays qui avaient choisi d'être alignés sur le bloc de l'Union soviétique, on a vu les Russes en Afrique, ils ont fait quoi? Pas grand-chose. Et nos frères qui sont allés étudier en Russie sont revenus avec des femmes, qui sont repartis tout de suite après, sont revenus avec des motos rouges, là, vous connaissez les motos là à l'époque. Et puis ils ont laissé des Antonov en RDC qui tombent à chaque vol, qui sont des avions d'une autre époque. Je pense que le problème, c'est vrai que les gens pensent que c'est en disant oui, le diable c'est la France, le diable c'est les États-Unis, qu'ils vont frayer un chemin pour les Russes. Il vient de le dire, les Russes viendront faire les mêmes choses, peut-être même pire. Personne de ces gens-là ne nous aime. Alors quand vous voyez des Africains, moi je ne suis pas panafricaniste, je n'ai rien à foutre avec ce mélange, c'est un foutoir de merde, où des gens sont des agents infiltrés d'autres puissances qui leur disent travaillez pour nous, pour écarter la France, nous aussi nous allons venir prendre une part du gâteau. En réalité c'est ça. Tous ceux qui crient, qui disent qu'ils sont dans les histoires de combat, France-Afrique, tout ça, CFA, tout ça, beaucoup sont financés par l'Iran, la Russie et d'autres pays. Moi j'en connais certains qui se sont bagarrés à cause de l'argent de ces pays-là et qui ne se parlent plus aujourd'hui. Et donc c'est pas étonnant qu'on ait retrouvé ces gens-là en Russie. Vous voyez. Alors nous, en tant qu'Africains, si on sort de l'hégémonie, on sort du joug de la France ou des États-Unis ou de la Chine, c'est pas pour nous mettre sous les Russes, c'est pour être libre pour toujours. C'est pas pour nous mettre sous une autre puissance. Alors c'est ça qui fait la différence
entre certains aujourd'hui africains et ces soi-disant panafricanistes qui sont en réalité des agents infiltrés. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, moi j'ai eu souvent à attirer l'attention de certains Togolais, certains de nos compatriotes sur leur agissement sur les réseaux sociaux, des gens qui sont très vindicatifs, qui sont, je ne sais pas, qui insultent par exemple la France, les États-Unis. Je leur dis, mais vous êtes dans des pays où vous tenez même les papiers de ces pays-là. Juridiquement, vous êtes des citoyens de ces pays-là. Si quelque chose se passe demain, vous êtes protégés au même titre que les Blancs, tout ça là. Et donc, c'est quand même hypocrite, parce que si vous êtes en France et que vous bénéficiez des allocations, comment on appelle, allocations sociales et tous les aides qu'on donne en France, et que vous insultez les Français, ce que la France vient piller en Afrique, c'est ça aussi qu'on vous partage là-bas. Toi aussi tu es dedans, toi aussi tu prends. Et donc j'essaie de parler à certains, je dis arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là et prenez les choses du bon côté, du côté raisonnable. Il y a un jour il m'a attaqué et tout, et vous savez, cette personne-là, je ne vais pas donner son identité, est arrivé à Lomé, il a eu un problème, il a été chopé. Et la première réaction qu'il a eue, c'est d'appeler le consulat de France. Pourquoi il n'a pas appelé les Togolais? Là, quand il a été chopé, il s'est rendu compte qu'il est citoyen français. Il a appelé. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en prison là, on a déjà fait des articles sur lui, il est Togolais, irlandais. Et c'est ce côté irlandais qu'il met aujourd'hui devant pour sortir des griffes de la dictature. Et donc, je ne vois pas tous ces Africains qui critiquent les pays occidentaux qui les ont accueillis. La France, l'Allemagne, la Suisse et tout ça, les États-Unis, qui passent tout leur temps à leur tirer dessus parce qu'ils estiment qu'ils ont créé des problèmes en Afrique, alors que d'autres pays aussi créent des problèmes en Afrique. Je ne les vois pas aller vivre en Russie. Pourquoi ils n'abandonnent pas leur nationalité américaine, française, allemande pour aller vivre en Russie? Je ne les vois pas aller vivre en Iran. Je ne les vois pas aller vivre en Corée du Nord. Les jours qui passent d'ici tous les jours, est-ce qu'ils partent en Russie? Est-ce qu'ils partent, je ne sais pas, en Iran? Est-ce qu'ils partent en Arabie Saoudite? Non. Ils vont premièrement aux États-Unis, ils vont en Europe, ils vont au Canada. Et donc, il faut faire la part des choses. Nous voulons l'émancipation, mais notre émancipation ne consiste pas à quitter une puissance et aller nous mettre sous une autre puissance. Ceux qui étaient partis en Russie, qu'est-ce que les Russes leur disent? C'est d'acheter des armes. Et à chaque fois que vous faites rentrer des prédateurs en Afrique, vous allez accentuer les guerres. Vous avez vu toutes ces images-là au salon de l'armement où les chefs d'État tenaient des armes. Des armes, le Nigeria en a acheté. Nous n'avons pas besoin des armes aujourd'hui en Afrique. Nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin d'universités, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des centres de recherche, nous avons besoin d'agriculture. Mais même si nous avons besoin des armes, nous pouvons en fabriquer nous-mêmes. Vous savez qu'à l'époque, nos parents fabriquaient des armes. Et ce sont les colons, en plus de la complicité de leurs sous-préfets, qui ont dit oui, il faut arracher les armes légères aux paysans, et les gens ont arraché les armes. Mais les Blancs, dès que quelqu'un commence pas à fabriquer une arme, ils lui ont donné de l'argent pour fabriquer une arme plus sophistiquée. Tous les forgerons qui fabriquaient les armes en Afrique, si l'État les avait rassemblés et leur avait donné des moyens pour perfectionner leur talent, on aurait aujourd'hui des armes, plutôt que d'investir des milliards pour acheter des armes chez des Blancs. Donc je pense que l'Afrique, nous avons besoin de réfléchir à l'avenir de l'Afrique et de travailler à dire la vérité aux gens, de sortir de l'hypocrisie. Et moi je pense que ce ne sont pas les Russes qui viendront faire quoi que ce soit en Afrique. Ils viendront provoquer d'autres guerres parce qu'il y a le pétrole, parce qu'il y a le diamant, parce qu'il y a le phosphate, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ferdinand, au-delà de ces enjeux stratégiques et économiques, d'aucuns évoquent les enjeux politiques. Certains dictateurs se retrouvent dans leur monde en Russie, autour de Poutine. Oui, c'est clair. Oui, avant d'arriver à la question politique, c'est important. Oui, c'est très important. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, on ne sait même pas avec quelle mentalité nos dirigeants vont à ces sommets-là, ces sommets Afrique et autres là. Autrement dit, est-ce qu'ils vont avec une proposition conséquente à la main ou bien un projet pour le développement de leur pays? Parce que par exemple, quand nous prenons quelqu'un comme Foya Simbe, vous avez vu la délégation avec laquelle il est parti en Russie, son petit frère, le député maire là, le ministre du travail Bawara qui derrière lui et autres là, il n'y a pas d'homme d'affaires dans cette délégation.
c'est-à-dire ceux qui pourront aller en Russie, regarder quelque chose, c'est-à-dire concevoir des projets pour transposer cela dans leur pays. Il n'y en a pas dans la délégation. Alors quand on voit des autres chefs d'État, par exemple, Macron parfois voyage avec des opérateurs économiques qui négocient des contrats avec les sociétés. Maintenant, revenons à notre question. Ici, c'est avec les copains et les coquins qu'on est parti en Russie. Revenons au sujet politique, à la scène politique de ce sommet. Vous avez vu certains chefs d'État comme Alpha Condé, qui veut son troisième mandat, qui discute en privé avec Poutine. Vous avez vu ça? C'est dire que ces dictateurs-là se sont retrouvés dans leur biotope. Parce qu'ils sont allés voir un dictateur, un autoritaire, puisqu'on nous défend de parler de dictateur maintenant. Ils sont allés voir un régime autoritaire. Donc, il faut négocier leur pouvoir, leur éternalisation au pouvoir. Il faut aller négocier en Russie. Parce que, quoi qu'on dise, la Russie, lui, c'est la Russie qui se pose, comment dire ça, qui a un problème avec les Occidentaux aujourd'hui. La Russie ne se mêle pas des affaires intérieures de certains États, parce que la Russie estime qu'il faut laisser les Africains diriger l'Afrique, il faut laisser les Africains s'occuper de l'Afrique. La Russie épaule les dictateurs africains. Parce qu'il faut les laisser gouverner comme la Russie le fait aujourd'hui. Donc, nos dictateurs, nos autoritaires, les régimes autoritaires en Afrique, ils sont retrouvés en famille avec Poutine. Donc, il faut discuter de pouvoir, comment tenir des mains de fer ces pays africains-là, comment les diriger sans partage du pouvoir. Donc, c'est ce qui... ont voulu, c'est ce qu'ils ont discuté avec Poutine en Russie. En dehors de ça aussi, il y a également, ce sommet rentre dans une stratégie de guerre que la Russie lira avec l'Europe. Non, je pense que... Il faut mettre l'Afrique de son côté. Sur le plan géopolitique, les Russes sont encore très loin en Afrique. Ils sont très loin, il faut avoir le courage de le dire. Il y a l'Union européenne, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez les Chinois qui sont là, vous avez les Indiens, les Turcs, vous avez les Américains. Les Russes tentent de se frayer maintenant un chemin, ils sont encore très loin, ils font des affaires de manière très avancée avec l'Égypte, beaucoup plus en vente d'armes. La plus grande partie de leurs affaires le font avec l'Égypte. Ils font des choses avec la Centrafrique et puis avec quelques pays. Mais la Russie aura du chemin à faire. Ce n'est pas du jour au lendemain, il aura du chemin à faire. Sans oublier que les contingences même de l'histoire pourront changer les donnes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est vrai que certains chefs d'État se sont retrouvés dans le moule de Vladimir Poutine. Ils se sont dit, bon, voilà quelqu'un qui ne nous frappe pas sur les doigts, qui ne nous fait pas des reproches, parce que lui-même, il a mis la plupart des hommes d'affaires de son pays en prison, il a mis les opposants, il a tué les journalistes, il a assassiné des gens, il tient le pays d'une main de fer. Donc on se retrouve dans le même sillage que lui. Donc pourquoi ne pas aller en Russie, papoter un peu avec lui? Vous avez vu Alpha Condé, il venait de le dire, qui parlait sans retenue, comme on dit chez nous, en vrac, alors qu'il y avait des caméras, avant de se rendre parce qu'il était en train de descendre la France devant Poutine, la France qu'il a placée au pouvoir avec Sarkozy et Bolloré. Vous savez que même aujourd'hui, quand Sarkozy va à Conakry, Alpha Condé vient à l'aéroport le chercher, lui déroule le tapis rouge, alors que Sarkozy n'est plus chef d'État. Et donc, comme il sait que son projet de troisième mandat n'est plus soutenu par ceux qui l'ont placé au pouvoir, il va chercher un soutien ailleurs, il commence par leur tirer dessus, avant de se rendre compte qu'il y avait des caméras qui filmaient. Et il a dit à Poutine, non, je veux vous voir en privé, est-ce qu'on peut discuter tête à tête? Et c'est déjà passé. Et c'est comme aussi tous ces naïfs-là qui nous disent, oui, nous voulons des relations gagnant-gagnant avec la Russie. Ça se passe où? Ça se passe où? Vous signez un accord avec la Russie, demain vous êtes insolvable, il prend le port, il prend l'aéroport, il gère, comme les Chinois. Aujourd'hui, une grande partie de notre économie au Togo ici se trouve dans les mains des Chinois. Et ça, personne ne le dit. Vous voyez. Et donc, je pense que
c'est vrai, ils sont allés là-bas pour chercher des soutiens politiques, tout ça, mais vous savez, Yahya Jammeh disait qu'il avait signé quoi avec les Russes et qu'il ne partirait pas. Il est parti. Donc, face à la furie des peuples qui veulent leur liberté, je ne suis pas sûr que les Russes feront quoi que ce soit. Les Russes sont très loin de l'Afrique. Et je ne pense pas que beaucoup d'Africains, à part quelques personnes qui sont dans leur lubie d'activistes, tout ça là, beaucoup d'Africains se retrouvent dans le moule des Russes. Avec les Occidentaux, nous avons quand même une longue histoire en partage, en termes de culture, en termes de proximité des relations. Et ces gens-là ont encore, pendant longtemps, une emprise, une influence sur nos pays. Et je ne pense pas que les Russes vont changer la donne du jour au lendemain. Dans certains pays, par exemple, ces genres de rencontres devraient provoquer un vif débat au sein de l'opinion. Donc on a l'impression qu'en Afrique, l'opinion ne comptait pas tellement. Il n'y a pas une opinion forte. Oui, en Afrique, bon, sinon, comment construire cette opinion aujourd'hui? On se laisse aller parce que c'est comme si le sujet n'intéresse pas tellement les Africains, même pas les intellectuels, même ne pose pas le sujet sur le tapis lors des débats. C'est nous, à travers ces exercices que nous faisons, qui en discutent un peu. Quand nous voyons même la société civile, ça semble rien dire à la société civile, parce que combien de pays, combien de plateaux ont discuté de ce sommet de Afrique-Russie la semaine dernière, lorsque ces chefs d'État se sont réunis dans ce pays, presque personne. Il est vrai que sur les sites, dans les journaux, vous allez voir les articles et autres là, mais poser un débat en tant que tel sur le sujet, on n'en a pas vu. Cela pose également la problématique de comment est-ce que les Africains même entrevoient les dirigeants, la chose, comment est-ce qu'ils veulent être dirigés en Afrique. Peut-être aujourd'hui, les gens sont tellement fascinés par le sujet politique, c'est-à-dire comment gouverner les pays, cette histoire de mandat, le chef d'État, qui doit diriger les pays. Les gens sont tellement fascinés sur ce sujet que nos sujets politiques, économiques, et sur la stratégie, les relations internationales et autres là, les gens n'arrivent plus à poser ce débat concernant ces sujets-là. Moi, je pense que par exemple, c'est du gaspillage, ces voyages. Par exemple, si vous prenez le voyage de Faure Gnassingbé, l'argent qu'ils ont dépensé dans ce truc-là peut servir peut-être à construire une dizaine de salles de classe, un scanner, à faire des puits, ou à construire des ponts pour améliorer les conditions de circulation, ou à construire des centres de santé. Et je ne sais pas ce qu'ils ont rapporté. Isidore parlait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu d'hommes d'affaires. Les hommes d'affaires au Togo, c'est eux-mêmes. C'est eux que tu vois là, c'est Faure Gnassingbé et ses amis, c'est eux les hommes d'affaires. Il n'y en a plus au Togo, il n'y a plus d'hommes d'affaires au Togo. On a écrasé tout le monde. Les gens qui sont là, qui sont des hommes d'affaires, c'est des gens qui manipulent des miettes. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas des gens qui pèsent, qui ne sont pas lourds. Ceux qui sont dans le régime, on dit qu'ils sont des hommes d'affaires, c'est des kleptomanes. Ils ont volé l'argent du pays, ils ont détourné les fonds dans les sociétés d'État, ils disent qu'ils sont riches, ils ne sont pas riches, ils ont détourné l'argent du pays. Et donc, quand vous voyez tous ces gens-là, c'est tellement que beaucoup sont revenus de la Russie avec une partie de l'avion rempli de caviar. Vous savez que les Russes et les Iraniens sont ceux qui produisent les meilleurs caviars. Et la boisson russe, là, comment on appelle ça déjà? Et voilà, il doit y avoir une partie des cartons de vodka qui vont revenir boire ici. Et c'est tout. Ils vont boire une partie là-bas, ils vont venir boire une partie en Afrique. Ils reviennent. Ils ne font pas de rapport aux Africains, à leur peuple, ils ne font pas de conférence de presse pour dire nous sommes allés en Russie, voilà les contrats qu'on a arrachés. Demain on va dire sommet Afrique-Azerbaïdjan, ils sont encore partis. Après demain on dira sommet avec Corée du Nord, ils vont partir. Donc ils ne sont là que pour se promener dans le monde. Et ça, c'est la preuve même de l'échec de la gouvernance en Afrique. Quelqu'un a dit l'Afrique noire est partie, je pense que c'est René Dumont qui a écrit un célèbre livre. Et puis un autre écrivain a dit l'Afrique est en panne, nous sommes véritablement en panne. Pas la faute de nos dirigeants, pas la faute de notre élite, de nos intellectuels, de nos universitaires, de tout ce que nous avons comme masse critique qui doit réfléchir, proposer, prendre le devant des débats pour orienter
la gouvernance dans nos pays, les gens ont démissionné. Les gens sont là juste pour leur promotion. Comme vous voyez aujourd'hui des professeurs d'université, c'est les promotions que les gens cherchent. Ils ont été à l'école, ils ont eu de grands diplômes juste pour avoir... Le culte des grades. Le culte des grades, c'est tout. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion. Par exemple, depuis qu'on est revenu du sommet Chine-Afrique, vous avez vu une université togolaise qui a pris sa plume pour faire une tribune. Dans un journal de la place, ou bien même, pas dans un journal, mais il fait une tribune publique sur les relations Russie-Afrique. Alors que vous en avez qui disent qu'ils enseignent la géopolitique à l'université, qui enseignent, je ne sais pas quoi, l'histoire à l'université, qui enseignent les relations internationales. Ils auraient pu provoquer le débat en invitant des journalistes, des étudiants, des gens dans des amphithéâtres pour parler. Est-ce que nous avons encore, après 60 ans des indépendances, à courir derrière les Américains, les Français, les Russes, les Turcs, à la recherche de notre bonheur? C'est ça le débat que les intellectuels doivent poser. Nous pensons ici qu'on fera tout pour les inviter à venir sur ce plateau pour se prononcer sur la relation internationale en Afrique. L'Afrique est mal partie, l'Afrique est en panne. Nous acheminons vers la fin de cette émission, mais quand même, ça nous empêche, on fait un clin d'œil à l'école. Le PP de Zanguera, les salles de cours, de classe sont dans un état vraiment délabré. On a l'impression que c'est un tsunami qui est passé par cette école. Il n'y a même pas plus de toit sur les on pourra diffuser les images. Oui, on pourra diffuser. L'école primaire de Zanguera, c'est Zanguera, c'est Lomé. Il n'y a que les ordures. Il n'y a que les ordures qui envahissent l'école et l'établissement. C'est un établissement de longue date, créé il y a très longtemps. C'est ce que je disais tantôt. Si on sacrifie le voyage de Foy Gnassingbé en Russie, on aurait pu remettre en état cet établissement. Voilà comment on gaspille de l'argent alors qu'il y a les besoins les plus élémentaires qui sont là. Et donc les images de cet établissement, on peut les mettre en vidéo pour que ceux qui nous écoutent puissent voir dans quel état des établissements sont dans la périphérie de la ville. Oui, et la technique est déjà à pied d'œuvre. Mais ça aussi, c'est dans un pays qui est déclaré... Ça marche. Oui, mais quand même, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'autre journal. Jusque-là, portez-vous bien.